Alors, bienvenue à vous, merci de votre présence. Est-ce que vous préférez que je vous tutoie, que je vous vois? Tu peux me tutoyer. D'accord, Là, je parfait. vois que toi, je vois pas les autres participants, Ah, par contre. parce qu'il n'y a que moi, en fait, les autres sont dans le chat. Voilà, là, il y a un peu plus d'une centaine de personnes. C'est comme ça qu'on Ok. utilise Twitch, en Bon, fait. bah, je salue tout le monde. Voilà, Je donc, passe une salutation à voilà. tout le monde. Mais en tout cas, merci de votre présence. Bah, c'est moi Est-ce qui que commence. vous pouvez un peu est-ce que tu peux un peu te présenter rapidement, si tu es... Bah, je m'appelle Christophe, j'habite à Mayotte, j'appartiens à un collectif de citoyens. Je suis assez engagé politiquement en tant que militant, hein, tout simplement. Je travaille dans une radio privée locale qui est l'une des plus grosses radios, c'est quand même une petite radio locale. Et j'ai perdu ma maison. Voilà, entre autres avec le cyclone Chido. Bah, j'en rigole parce que j'ai cru que j'allais y passer, hein. En fait, quand j'ai su qu'il allait y avoir un cyclone, je m'attendais pas du tout à ce que j'allais perdre ma maison. Je pensais que j'allais avoir des dégâts, etc., etc. Mais une fois à l'intérieur, j'étais vraiment à l'intérieur. J'étais réfugié à l'intérieur avec ma femme et mon enfant. Et à mon toit qui s'est envolé. Et j'ai vraiment vu la mort passer à côté. Et en fait, quand je suis sorti de là, j'ai regardé ma maison, elle était complètement détruite. Mais j'étais tellement heureux d'être encore vivant que finalement, ça me permet de le prendre plutôt je vais pas dire à la légère, mais de pas me morfondre en tout cas sur mon sort. Et c'est vrai que c'est terrible parce que c'est du coup maison en dur, donc voilà, Ah oui, moi, c'est une c'est maison en dur. c'est des mais- Moi, c'était une maison en dur. en fait c'est la violence du cyclone qui vraiment a fait que même Ah sur le oui, oui, dur oui, tout non, s'est mais envolé au niveau des c'était- toitures parce que il me semble, si je me trompe pas, exactement. que dans les chiffres c'est 75% des habitations de toute l'île qui ont vu perdre leur toit ou autre, ce qui est quand même relativement important. Qu'est-ce qui explique cela? Les constructions, elles n'étaient pas adaptées ou c'est que vraiment a été surpuissant quand il a frappé Mayotte. Non, en fait, on est dans l'océan Indien. C'est une zone où il y a énormément de cyclones tout le temps, hein. C'est quelque chose de tout à fait normal, hein. Il y en a tous les ans des cyclones. Sauf que alors, pour situer un peu géographiquement, Mayotte se trouve entre Madagascar et le continent africain. On est dans le canal du Mozambique, on est en plein milieu du canal. Et en fait, avant, on avait le cyclone qui naissait à l'est et qui partait et il touchait Madagascar. Et quand il touchait Madagascar, il s'affaiblissait. Et après, nous, on avait des petites tempêtes, etc. Et maintenant, les cyclones ils commencent à naître plutôt vers le nord de l'océan Indien, toujours à l'est, hein, et plus vers le nord. Et après, ils descendent comme ça vers le canal du Mozambique. Et du coup, on a failli s'en taper un, c'était Belna, en 2019, c'était il n'y a pas très longtemps. Il était vraiment passé vraiment pas loin. Et puis là, bon, bah, 4 ans après, 5 ans après, on a une autre part. Alors que le cyclone auparavant qu'on a eu, c'était Kamissi dans les années 80, pour vous dire. Donc, si vous voulez, dans la préparation des gens, on n'est pas préparé à ce type de phénomène. Si vous prenez par exemple la Réunion, ils sont à l'est de Madagascar, donc ils sont sur les routes vraiment cycloniques, ils en ont un tous les ans. Donc, D'accord. si vous voulez, ils ont réussi à adapter toutes les normes de construction, etc., etc., etc. Et ce qui fait qu'ils arrivent vraiment à bien limiter les dégâts. Donc, nous, on n'a pas cette culture, en tout cas, bah, de la crise cyclonique, malgré qu'on est dans une zone cyclonique. Et en plus de ça, on a la plus forte concentration de bidonvilles. Mais de toute façon, les autorités, les élus locaux ont énormément prévenu les autorités de leur dire faites attention, parce qu'on n'a pas beaucoup de cyclones, mais le jour où on va en avoir un, ça va être un carnage. Et malheureusement, c'est arrivé. Et qu'est-ce qui, selon vous, explique cette vraie différence, du coup, de préparation, par contre, je veux dire, entre Mayotte et la Réunion, du coup? Parce que vous me dites qu'eux aussi, ils en ont, et qu'ils sont plus préparés dans l'idée. Qu'est-ce qui fait cette différence de préparation par rapport, on va dire, au bâti, en tout cas, je veux dire, sur les constructions, sur la C'est résistance? c'est tout simplement les normes de construction qui ont évolué sur place, hein. Chez nous, on a des spécificités. Des spécificités, quand je parle de spécificités, c'est au niveau des normes, hein.
voilà, on décide de ne pas appliquer certaines spécificités, notamment les normes anticycloniques. On se disait, bon, bah, la dernière cyclone qu'on s'était ramassé, c'était il y a 40 ans, donc ça sert à rien c'est ce que je pense. Voilà. Après, j'ai pas tellement creusé la question, mais c'est vrai quand je parle, j'ai beaucoup d'amis, on a beaucoup de liens avec les Réunionnais. Quand je parle avec les gens de la Réunion, ils me disent, non, 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 nous, quand on construit, il y a des exigences, en tout cas sur les constructions des toits, notamment sur les constructions des murs. Et quand on a une entreprise qui fait mal le travail, tout de suite, enfin, elle a une mauvaise publicité. Donc, c'est vraiment vraiment une spécialisation qu'ils ont eu, qu'ils ont là-bas, que chez nous, tout simplement, on n'a pas. Et aujourd'hui, actuellement, dans ton cas, du coup, au niveau du coup, de la reconstruction et du coup, pour ta maison, est-ce que tu as réussi à rebâtir de quoi avoir un toit, en fait, au-dessus de toi correctement? Ou Alors, est-ce qu'il y a vraiment des problématiques? Parce on a regardé un article juste avant qui évoque le fait que les tôles en acier, par exemple, par la préfecture, ont été interdites de vente pour les non-maoris qui n'ont pas de certificat de pièce d'identité et de certificat de domicile. Euh, est-ce que du côté des Maoris, du coup, qui ont des papiers, cet accès a été permis pour la reconstruction, pour réussir au moins à faire quelque chose temporairement même pour reconstruire un toit? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'habitants ici n'ont pas qu'on appelle ça, n'ont pas d'assurance habitation, donc sont obligés de faire avec leurs moyens, de savoir est-ce qu'ils ont un bon salaire pour pouvoir, avec de l'argent de côté, pour pouvoir se construire un toit, est-ce qu'ils sont assez, qu'on appelle ça, s'ils sont endettés ou pas. Enfin bref, il y a enfin, tous les cas des gens sont assez différents. Ça dépend aussi de l'âge. Si vous avez une grand-mère, ça va être compliqué pour elle d'aller reconstruire sa maison, Oui. plutôt que si vous avez un jeune de 20 ans, 25 ans qui va se mouiller la chemise pour le faire. Donc vraiment, on a des cas qui diffèrent les uns par rapport aux autres. Alors, chez nous, on a deux types de toits essentiellement. On a des toits en tôle et on a des toits qui sont plats, un peu comme on fait dans les pays arabes, des toits en béton plat, qui sont, d'un point de vue écologique, c'est pas ouf parce qu'en fait, ça absorbe toute la chaleur du soleil, le béton, hein. Oui. Donc, il faut mettre des grosses clims à l'intérieur. Mais là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit les toits en tôle, ça passe plus. Maintenant, on va faire des toits en béton. En fait, ce qui a vraiment tenu actuellement, ce sont les toits qui ont été faits, qui sont bétonnés. Moi, par exemple, actuellement, je loge chez une de mes nièces qui vit à Paris. D'accord. Elle m'a laissé gracieusement son appartement. Elle a un toit en béton, donc j'ai pu m'installer chez elle. Et les personnes qui ont des toits en tôle, il y en a eu très peu qui ont tenu. Ceux qui ont tenu, c'est les toits qui sont récents, ceux qui ont construit récemment. Ou au sud de l'île, Et non? même, Aussi, non? Le sud de l'île a pas pardon? été- Il n'y a pas une partie de l'île qui a pas un peu été moins touchée aussi? Le sud de l'île a été moins touché. Ils ont été touchés quand même, mais ils ont été beaucoup moins touchés. Après, ils ont été beaucoup moins touchés parce ils ont moins de bidonvilles. D'accord. La concentration de bidonvilles, elle est plus au niveau du chef-lieu de Mayotte et au nord du chef-lieu. Donc, c'est vraiment là où on a eu vraiment des gros dégâts. Nous, ce qui nous inquiète, donc on a ça. Moi, ce qui m'inquiète aussi, je me rends compte de jour en jour, c'est l'état de la nature. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout d'arbres. Alors, on peut me dire, ça peut paraître complètement écolo, complètement hors sol ce que je dis, mais quand vous êtes sur une île, l'écosystème est extrêmement fragile. Donc, vous savez, par exemple, nous, on a des problèmes d'eau. Donc, le fait qu'on n'ait plus d'arbres, on ne sait pas comment la terre va pouvoir absorber enfin, l'eau de pluie pour approvisionner les nappes phréatiques. On a ça et aussi on a des animaux. On a notamment une espèce de singe c'est un lémurien. On partage ça avec Madagascar. D'accord. C'est une espèce qui est typique d'ici. Et ce sont des animaux qui vivent, ils sont frutivores, je ne sais pas si ça se dit. Ils Si, mangent que si, des oui, fruits. c'est ça. Voilà, ils sont fructivores et ils mangent que des fruits. Et ben, en fait, ils sont en train de mourir de faim, donc c'est assez malheureux, quoi. C'est vrai, juste avant, on a vu une interview d'Estelle Youssoufa qui était sur.
avant-hier, oui, le 4, donc avant-hier, donc qui expliquait que c'est vrai, au niveau des armes, même il y avait des points d'ombre ou autre, Ah, il y a sur plein de certains points. coins de l'île, que c'était complètement rasé. Donc oui, c'est sûr que d'un point de vue de l'environnement, il va y avoir ça va prendre du temps. Bah, Et ça met 30 ans une forêt à voilà. repousser, hein. Et C'est ça assez compliqué, quoi. Mais au niveau la chaleur, ça a augmenté. oui, il n'y a C'est plus de points d'ombre, assez du coup, oui. catastrophique, hein. Ouais. Et Mais c'est vraiment, moi, ce qui est vraiment inquiétant, c'est sur la question de l'eau. C'est-à-dire qu'une partie de nos captations en eau potable, elle vient des nappes phréatiques. Et là, on n'a plus de possibilité de pouvoir, bah, elles vont s'épuiser très rapidement. oui, parce Très, que très rapidement. tout ce qui est donc pour l'accès aux nappes, ça a été endommagé ou c'est toujours accessible, mais du coup, au vu de la crise actuelle, c'est compliqué, ça ne suffit pas. Alors, j'ai pas eu de retour dessus. En tout cas, je sais que l'eau qui vient du robinet, c'est de l'eau qui n'est pas potable actuellement. D'accord. On a des restrictions. Ah, par exemple, j'ai un coffee shop, j'ai une activité aussi à côté. Je suis entrepreneur, j'ai un coffee shop. Donc, je suis barista aussi. Et actuellement, je ne peux pas ouvrir parce que pour moi, c'est pas assez rentable. À part proposer un café, un expresso à 5 euros. Oui, C'est pas d'accord. acceptable pour les gens. Donc, non, pour moi, c'est pas. Enfin, il y a un vrai problème, en tout cas, pour avoir de l'eau potable au robinet. Donc, on est obligé de prendre de l'eau Oui, oui. dans les magasins, l'eau minérale. Et l'eau minérale, elle est rare et elle est chère. Oui, là, pour un peu donner une idée, un pack d'eau minérale à Mayotte en ce moment, c'est combien? Juste C'est 10 pour donner euros, une ouais. idée, combien? 10 euros. 10 euros. 10 euros. Voilà. Juste, c'est 5 à 6, 7 Ouais, fois c'est du plus champagne, hein. que sur le territoire métropolitain, quoi. C'est juste Ouais. incroyable. Et ça, Donc, c'est. vous imaginez qu'en fait, c'est pas juste pour boire. L'eau, c'est pour faire la cuisine, notamment. C'est là où, par exemple, vous avez envie de faire des pâtes, et ben, vous mettez une bouteille d'eau, quoi. Ah C'est non, complètement fou. c'est fou. Et il y a une visibilité sur le court terme, long terme pour le retour Ah, il y en à a l'accès à aucune, l'eau, dans aucune visibilité? aucune visibilité. D'accord. Et par exemple, ça, il n'y a eu aucune annonce du gouvernement sur. Parce qu'on voit comme quoi ils annoncent que 65% ont un nouveau accès à l'eau. Mais en fait, c'est pas de l'eau potable. Ça. Oui, c'est ça. C'est pas de l'eau potable. Après, moi, je suis dans le chef-lieu, donc dites-vous, je suis même privilégié par rapport aux personnes qui sont reculées dans les villages. Mais ce que j'entends dans les villages, alors, le réseau n'est pas très bon ici. Il est bon que sur Mamoudzou. Alors, moi, j'ai la Starlink, c'est encore Oui, autre chose. alors Mais je rappelle juste à ceux qui regardent, du coup, parce que c'est pour ça aussi que je ouais, regarde un peu à côté, c'est pour ouais, voir bien si sûr. le chat qui défile. Bien Actuellement, sûr. donc, c'est François Bayrou qui avait annoncé qu'il y avait 200 Starlink qui allaient être mobilisés à Mayotte C'est ça. pour permettre la connexion réseau. Et d'ailleurs, ça avait C'est fait un ça. petit drama avec Orange qui Avec les s'était plaint. opérateurs. Voilà, exactement. Voilà, donc juste pour préciser et faire un rappel sur le sujet. Voilà. Et donc, là, du coup, actuellement, donc, tu es à Mamoudzou, dans un Oui, appartement oui, c'est à content. Mamoudzou. J'ai à Mamoudzou et j'ai accès à la Starlink, mais c'est un abonnement personnel. Mais en tout D'accord. cas, sur les retours que j'ai dans les villages où là, ils n'ont pas de réseau Internet ou de réseau téléphonique. Sur les retours que j'ai, les magasins sont vides. Les magasins sont vides du coup, les LED arrivent vraiment au compte-gouttes. Enfin, j'ai entendu des histoires vraiment horribles où il y a des gens qui meurent de chaud. Des gens, ils meurent de chaud parce que, il y a pas de clim, parce qu'il n'y a pas Mais de ventilateur, alors, etc. ça, c'est une vraie Et, question que je et- me pose, c'est est-ce que ces personnes qui meurent des conséquences du cycle, ces personnes ouais. vont être comptabilisées? Non, Parmi pas les... du tout. Parce que là, le chiffre officiel, il faut quand même rappeler que c'est 39. C'est 39, Ah, mais mais on sait c'est que, voilà, on sait que rien que dans la première journée, il me semble, il y avait eu 60 oraisons funèbres dans les différentes mosquées de l'île, au minimum. Du coup, Ah c'est oui, non, 60 il y a personnes qui ne sont beaucoup pas de gens. comptabilisées. Il y a les personnes qui sont, on va dire, les habitants des bidonvilles qui, je rappelle, alors si je me trompe Bah, pas, la c'est eux culture essentiellement qui sont musulmane, morts, hein.
Ouais, la culture C'est musulmane, c'est eux essentiellement qui sont morts, ouais, mais ce qu'il faut comprendre en fait sur la question de la comptabilisation des morts, c'est en fait les 31 morts, ça arrange tout le monde en réalité. Ça arrange l'État parce que ça permet ben, politiquement de pouvoir masquer un peu ce scandale d'État. Ça arrange les maires parce que ce sont les premiers magistrats, c'est eux qui sont responsables de dire que bah, sur ce terrain-là, ce n'est pas constructible. S'il y a des personnes qui construisent illégalement les bidonvilles, hein, je parle, eh ben, ils sont obligés d'aller les détruire. Et comme il y a des bidonvilles qui sont là depuis 15 ans et qu'il n'y a rien qui a été fait, du coup, euh, du coup ça les arrange de ne pas pouvoir les compter et c'est pas eux qui vont se bouger pour mettre des équipes aller compter les morts parce qu'ils ont leur première responsabilité. Mais il y a aussi parmi les victimes qui sont des bidonvilles, euh, ça les arrange aussi parce que la plupart, ce sont des étrangers en situation irrégulière qui vivent dans les bidonvilles. Je vais vous expliquer. La plupart, ce sont des étrangers en situation immobilière et il y a une minorité, ce sont des étrangers en situation régulière qui ont des cartes de séjour. Et il y a encore une autre minorité, ce sont des personnes qui ont la nationalité française. Ce sont en fait des étrangers qui sont, enfin des personnes qui sont d'origine étrangère, qui sont nées là et qui ont acquis la nationalité au par le bout de droit du la sol. deuxième, troisième. Bon. Voilà, exactement. Donc, si vous voulez, il y a tout un réseau aussi pour récupérer les papiers de ceux qui sont décédés pour pouvoir avoir une situation administrative beaucoup plus stable. D'accord. Donc, en gros, parmi les morts, on va retrouver que des étrangers en situation irrégulière, alors qu'en fait, il y a un peu de tout. Et alors là, c'est vrai que une question du coup, parce que les 39 morts, 31 ou 39, ça veut dire que c'est uniquement les seuls qui sont comptabilisés, c'est des personnes qui sont reconnues clandestinement comme, enfin pas clandestinement, pardon, reconnues Euh, officiellement comme habitants de l'île, ou ça prend aussi certaines de ces personnes alors, là, franchement, j'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a eu des personnes sur Facebook, j'avais vu, il y avait des personnes qui avaient disparu, où on avait lancé, où il y avait des appels qui ont été lancés pour les retrouver, et où on a retrouvé leur corps, malheureusement. Donc, ça ont dû être comptabilisés. Mais non, clairement, je veux dire, après, sur 39 morts, je- c'est pas très important de savoir quelle nationalité, enfin, c'est Oui, oui, bien pas. sûr, c'était juste Enfin, pour essayer de sur le comprendre. nombre en tout cas de décès total qu'il y a, on peut pas tellement savoir. Oui, voilà, parce Mais que. moi, je pense que ce sont surtout des Français ou des personnes qui sont en situation légale. D'accord. Parce que voilà, pour préciser par rapport à ce que je disais tout à l'heure, au nombre d'oraisons funéraires dans les mosquées, etc., il y a aussi à cela qui s'ajoute donc le fait que dans la tradition musulmane, les corps doivent être enterrés dans les 24 heures et qui, du coup, comme la population clandestine est majoritairement à confession musulmane, déjà qu'elle n'est pas forcément recensée, a aussi enterré ses morts rapidement pour ceux qui ont pu être enterrés, ce qui fait que le décompte ne peut pas être réalisé correctement à ce niveau-là. Voilà, c'était juste Oui, pour rajouter aussi de l'information. entre autres, mais il y a beaucoup aussi de mauvaise foi. Je pense que c'est aussi une grosse excuse pour dire qu'on peut pas y arriver. Mais je pense D'accord. il y a une très grosse mauvaise foi parce que on a arrêté le chiffre à 39 morts alors que, franchement, moi, je tablerais sur les rumeurs que j'ai des élus avec qui j'ai pu discuter. On me parle de 600 morts sur toute l'île. D'accord. Et c'est vraiment qu'on appelle ça, c'est c'est purement spéculatif, hein. Parce Il y a rien il y a rien de sérieux derrière. Donc, oui, on pourrait tabler entre 600 et 5000 morts à peu près, je pense, hein. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on avait eu ces estimations un peu complètement peu apocalyptiques, qu'on avait eu des secouristes. Bon, ça avait été annulé. Oui, j'avais parlé de 60 Ça 000. parlait de 60 J'avais 000 parlé de 60 personnes. 000, mais là, même là, c'est pas. Voilà. Ça se verrait, c'est pas le cas, hein. C'est vrai qu'on avait eu les témoignages comme quoi les odeurs, les odeurs de putréfaction, etc., qui remontaient des bidonvilles. Et c'est vrai que c'est. Je pense que on n'arrive pas spécialement à réaliser en métropole l'ampleur vraiment de la catastrophe. Et c'est vrai que je me posais la question, comment sur l'île est perçue la réaction des personnes habitant en métropole? Est-ce qu'il y a un sentiment, voilà, une impression qu'il y a une solidarité qui s'est organisée, l'impression d'être ignoré, comment vous Alors, sentez au niveau de l'île à ce niveau-là? c'est assez. Alors, les gens sont plutôt. Excusez-moi. Les gens sont plutôt touchés, en tout cas, par le fait qu'on a quand même la solidarité, qu'il y a. Euh,
On voit vraiment que c'est sincère, en tout cas que les gens sont vraiment émus par notre situation. Là où c'est complètement fou, c'est au niveau de l'État, en fait. D'accord. C'est, enfin, Bayrou, comment il a agi, quand il est parti à Pau, le président de la République est venu qui a fait un dérapage, complètement dingue, en disant que bon, bah, c'est sûr que c'est mieux que, ce qu'il y a dans le reste de l'océan Indien. Oui, mais dans le reste de l'océan Indien, ce sont des pays qui sont indépendants, c'est des pays qui sont très pauvres. On a Madagascar à côté, on a les Comores à côté, on est bien conscient bah, on n'est pas malgaches, on n'est pas, comoriens, mais on est des citoyens français, donc c'était plutôt, mal placé, donc c'est plutôt cette partie-là qui est plutôt mal perçue, mais c'est aussi dans la désorganisation, en tout cas, de l'aide organisée par l'État aussi qui est catastrophique. Moi, je sais que enfin, vous savez, sur ce type de crise, moi, je suis un ancien de la marine, j'étais dans la marine nationale avant, D'accord. et je sais que, par exemple, on a 3 bâtiments qui ont été, construits par la France pour pouvoir, hem, intervenir dans ce genre de situation. C'est BPC, alors maintenant ça a changé, c'est porte-hélicoptères, Tonnerre, Bixmude et il y a encore un autre nom. Et, en fait, ils sont jamais venus. Alors que c'est des navires hôpitaux, c'est des navires qui peuvent transporter des bouteilles d'eau, c'est des navires qui peuvent faire plein de choses. On les a envoyés au Liban, on les a envoyés en Égypte quand il y a eu le conflit pour aider les Palestiniens, quand il y a eu l'offensive israélienne. On l'envoie un peu partout quand il y a des crises. Et puis là, à Mayotte, bon, ben, on ne le voit pas. Donc c'est assez frustrant, surtout quand on entend que, ben voilà, dans des villages, les gens, ils vont boire l'eau à la rivière. Je ne sais pas si vous imaginez, mais Oui. c'est quand même hardcore, hein. Vous allez à la rivière avec les moustiques, avec les métaux lourds, etc., etc. Vous allez boire enfin, l'eau de la rivière, c'est juste horrible, quoi. Et c'est vrai, du coup, il y a une forme de sentiment un peu de, comment dire ça? Abandon, mais plutôt de, enfin, déjà, j'imagine une partie d'abandon, mais aussi juste de ne pas être assez soutenu dans cette épreuve, c'est ça, si je comprends bien? Oui, 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 mais pas, en tout cas, pas par la population. Les gens D'accord. sont vraiment, Par l'État. oui, par l'État, D'accord. vraiment par le gouvernement. Bon, après, vous voyez quand même la situation du gouvernement. Enfin, ils sont pour tout, hein. Je veux dire, il vient de sauter. Bayrou, il a une légitimité qui tient à un fil. Je veux dire, c'est assez. La situation est quand même compliquée là-bas. Mais c'est vrai que euh, quand il y a eu Chido, c'était au moment où il fallait choisir, savoir qui allait être ministre. Donc c'était, Ah oui, ils ont fait est-ce que, les annonces le jour même, oui, le jour voilà, du ils ont deuil fait les annonces national. ouais, exactement. Donc on voyait en tout cas la lenteur, et on voyait que la lenteur était due à un problème politique. Et Enfin, pour alors, savoir, pas, enfin, quel parti allait se partager tel poste, et oui. cetera. Alors qu'en fait, on a un département qui est complètement en souffrance. C'est ça qui est un peu, qui est vraiment insoutenable. Et je pense que c'est ce que le paye, en tout cas, Bayrou, actuellement, quoi. Alors, j'ai une question qui m'est posée dans le chat. À quoi elle est due la non-potabilité de l'eau des rivières et la présence des métaux lourds sur l'île? Au niveau Ben, des il rivières, y il y a a il des y a industries minières, il y a... non, 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 il y a on a des gros problèmes de pollution, en tout cas, à Mayotte. Ça date pas de Chido, hein, ça date d'avant. On a des gros problèmes de pollution à Mayotte, avec les gens qui se servent des rivières pour jeter leurs déchets. On a les clandestins qui vont laver leur linge, qui vont laver leur linge. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'urbanisation, en tout cas des bidonvilles, elles se font autour des rivières pour qu'ils puissent avoir accès à l'eau. D'accord. Donc l'eau, ça sert à aller aux toilettes, ça sert à laver le linge, ça sert aux activités économiques aussi. Parce que par exemple, il y a l'une des activités économiques, c'est les garages clandestins. Donc ils ouvrent des garages à proximité, ils jettent les batteries dans les rivières, etc., etc. Donc et puis vous avez l'agriculture aussi, hein. L'agriculture avec l'utilisation des engrais, enfin bref, c'est assez. C'est pas, si vous voulez, c'est pas en faisant simplement bouillir l'eau Oui.
que vous dites que vous n'allez pas vous empoisonner. En fait, il y a tellement de produits chimiques et de tout ça qui ne partent pas avec l'ébullition de l'eau qui fait que c'est pas du tout bon pour votre santé de la boire, quoi. D'accord. Et alors, c'est vrai, j'ai tellement de questions sur le sujet. Est-ce que, au niveau des apports économiques et on va dire, de la façon de faire tourner l'économie de l'île, j'imagine qu'il y avait l'agriculture qui a une part importante. Quelles sont les conséquences actuellement et surtout au niveau des ressources économiques de l'île, euh, comment ça va se passer là, dans les mois et années de reconstruction à venir au vu des dommages et des problématiques qui se posent avec la reconstruction de Mayotte. Comment on va survivre Mayotte économiquement à ce niveau-là? Bah, c'est extrêmement, c'est une très bonne question à laquelle je ne peux pas vous répondre parce que là, je vais quand même vous apporter certains éléments de réponse. Après, je ne suis pas du tout économiste ou quoi que ce soit, donc j'ai pas, je peux faire des erreurs et j'espère que vous allez pouvoir me pardonner Oui, bien dessus. sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, vous avez 50% de la population qui est étrangère et qui sont d'origine clandestine, avec une population qui est extrêmement jeune. C'est-à-dire que, ils ont généralement, moins de 20 ans, c'est à peu près leur âge. Donc ces personnes qui ne sont pas, formées, parfois ce sont des personnes qui sont allophones, ils parlent pas le français. Donc ils s'orientent vers des métiers qui sont, plus manuels. Et on n'a pas d'industrie ici, ici, donc on a un peu un système un peu comme ce qu'on peut retrouver en Inde. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui s'orientent vers l'agriculture. C'est pas l'agriculture comme on peut retrouver en métropole où les gens ils cultivent sur des grands lopins de terre, etc., etc. C'est vraiment des petits lopins qui sont exploités de manière, comme ça s'appelle, extrêmement vive, enfin, Intensive. surexploitée. Intensive, voilà, merci beaucoup, qui sont exploités de manière intensive pour en tirer un maximum de rendement. Et donc, c'est avec l'utilisation d'engrais interdits qui sont importés illégalement par les Comores qui viennent du continent africain. On a le secteur de la construction aussi qui emploie énormément de personnes étrangères et c'est aussi un des gros pans économiques de l'île. Et après, il y a toutes les marchés, les reventes à la sauvette qui se font aussi tout autour où on distribue tout ce qui est fait, tout ce qui est fait, enfin tout ce qui a été cultivé, tout ce qui a été cultivé en tout cas sur l'île. Donc, vous avez tout ce point-là qui est extrêmement important hein, sur l'île. Hein. Vous venez à Mayotte, vous voyez des vendeurs à la sauvette qui absolument partout, qui vendent des tomates, qui vendent des bananes, qui vendent des choses comme ça. Et ça vient d'exploitations qui sont complètement illégaux. D'accord. Et après, vous avez un autre point économique, un point économique qui est légal pour ça. Et puis là, bon, vous avez un peu de tout. Hein. Vous avez la restauration, services énormément. Et là, ben, avec Shido, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a énormément d'entreprises ont été impactées. Donc, l'activité économique va prendre énormément de temps, mais surtout, on a des problèmes de logistique au niveau du port. D'accord. C'est-à-dire que le port avait déjà des problèmes logistiques avant Shido, mais là, avec Shido, on priorise, si vous voulez, les containers. On prend d'abord les containers pour nourrir les gens. Donc les containers d'eau, parce que tout le monde a soif ici, les denrées. Donc après, les matériaux de construction, ça passe après, sachant que tout le monde veut reconstruire. C'est c'est un peu, c'est un peu bordélique, excusez-moi Non, mais de l'expression. Mais on va arriver, ce qui est sûr, on va arriver à des gros pénuries de matériaux. Qui dit pénurie de matériaux, ça veut dire des entreprises qui ne pourront pas réouvrir. Qui dit des entreprises qui ne pourront pas réouvrir, ça veut dire des licenciements. Enfin bref, ça va faire un effet de boule de neige. Mais je ne peux pas Alors, vous dire actuellement alors, si je me trompe pas, tu m'interromps, ouais. hein, mais il me semble que le gouvernement, il faut qu'il vote la loi spéciale, ça, voilà, il y a plein de choses à voir. Ils ont annoncé qu'il y allait y avoir des chômages partiels le temps de la reconstruction, si je me trompe pas, qui allait être accordé. Ouais. Oui, après, Est-ce que ça peut après, suffire pour sauver les entreprises mahoraises sur place, en fait? non, 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 ça suffira pas. Hein. Comme je vous dis, il y a les entreprises qui sont complètement à l'arrêt. Donc, je pense que, enfin, C'est un pansement sur une plaie ouverte? Voilà, si vous voulez, c'est un coup de pouce, hein, et c'est indéniable, c'est un coup de pouce, mais je pense pas que c'est ça qui va pouvoir sauver, en tout cas, l'économie locale.
l'économie locale, elle va se remettre comme elle le peut. Je pense que ça va être extrêmement compliqué. Après, on le voit à chaque fois qu'il y a une crise, c'est toujours un moment d'opportunité pour les plus grosses entreprises, ceux qui ont des moyens qui sont importants, et des entreprises, les PME qui ont des petits moyens et qui étaient déjà en difficulté avant. Pour eux, malheureusement, c'est le moment de fermer et de revendre, en tout cas peut-être leur activité au plus gros. En tout cas, c'est toujours des moments comme ça. Quand on a ce type de crise-là, il y en a qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et puis il y en a d'autres qui se font avoir. Après, c'est le jeu, hein. Enfin, c'est pas tout le monde qui va pouvoir s'en sortir ou c'est pas tout le monde qui va s'effondrer, hein. D'accord. Certains vont tirer leur épingle du jeu et puis il y a d'autres qui vont y perdre, tout simplement. Alors, je voudrais qu'on aborde le sujet de la santé, mais juste avant, pour finir sur ça, vision peut-être un peu optimiste, d'un point de vue Oui. économique en tout cas, qu'est-ce que ça serait ta vision idéale pour Mayotte à terme? Une île touristique? Quel type d'économie? Un peu de positivité. Imaginons qu'est-ce que ça serait l'avenir idéal de Mayotte du point de vue de son économie et de son, on va dire, de son épanouissement. Voilà. Non, écoutez, en tout cas, la situation économique, enfin, ce qu'on pourrait imaginer à Mayotte, il y a plein de choses. Il y a le secteur touristique qui est pas du tout mis en valeur à Mayotte, et pourtant on a des spots qui sont juste magnifiques. On a j'allais dire le cyclone. On a un volcan au large de Mayotte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à 10 km de Mayotte, on a un volcan du coup qui est né à 3000 mètres au fond de la mer. Et c'est la première fois dans l'humanité, je parle bien, hein, la première fois dans toute l'humanité que on voit la naissance d'un volcan. On n'a jamais vu dans l'humanité la naissance d'un volcan, ça s'est jamais vu. On a déjà vu des volcans qui sortent de la mer, mais la naissance telle d'un volcan, la première fois qu'on en voit dans l'humanité, ben, c'est à Mayotte, c'est à 10 km. Donc, si vous voulez, une fois, je suis parti, j'ai eu la chance d'aller au Rwanda et j'ai pu aller visiter les montagnes, aller voir les gorilles. Et par exemple, pour aller voir les gorilles, le ticket, c'était à 1000 $. Oui. Donc, on peut s'imaginer, par exemple, ben, qu'il y a une niche à se faire parce qu'il y a des gens qui sont passionnés par les volcans, par le monde des volcans, etc. Donc, on peut s'imaginer un touriste basé, en tout cas, sur ça, parce que c'est quand même assez exceptionnel. C'est pas que c'est exceptionnel dans le monde. Donc, on a ça. On a des richesses gazières et minières, gazières et pétrole aussi, mais surtout gazières, D'accord. dans le canal du Mozambique. On a le Mozambique juste à côté où On ils me demande dans font, ils le sont en chat train si de c'était 1000 développer. dollars ou 1000 $ rwandais. Dollars américains. Dollars américains, voilà. C'est Non, mais parce que c'est 1000 c'est pas dollars. pareil, c'est pour ça. Ouais, non, c'est pas pareil. Non, non, mais pour vous dire, c'était vraiment. Faut avoir les moyens en tout cas pour aller voir les gorilles. Moi, j'ai eu la chance d'être invité, mais en tout cas, non, il faut avoir les moyens. Et en fait, on peut voir, au lieu de faire un tourisme de masse, c'est possible de faire un tourisme de niche en disant que, bon, ben voilà, on a un volcan qui est exceptionnel. Vous savez, il y avait un riche milliardaire qui est. Alors, il me semble que c'était pas le fondateur de Microsoft, mais c'était le deuxième. En tout cas, il était dans l'équipe. Il était venu à Mayotte avec son yacht pour voir le volcan et il est mort juste après, quoi. Et alors, dans le chat, on me demande écotourisme plutôt que tourisme sous forme d'une question. Est-ce que. Ah oui, 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 complètement. plutôt écotourisme que Complètement. De toute tourisme de façon, de masse. toute façon, maintenant, on le voit. On arrive à faire le recul maintenant en 2024 avec. Enfin, le tourisme, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus avec. Il faut que ce soit profitable à la population. Il faut faire attention parce que c'est très pollueur. Donc, faut faire attention. Après, les installations, le peu d'installations touristiques qu'on a ici à Mayotte, ils sont plutôt dans le respect. Ils sont plutôt dans une optique d'écotourisme plutôt que de tourisme de masse. De toute façon, on n'a pas de tourisme de masse à Mayotte, donc ils sont obligés de faire avec. Mais franchement, tant mieux parce qu'on le voit aux Maldives, on le voit au Cap-Vert, on le voit à Maurice avec le tourisme de masse où on n'avait pas le recul il y a 30 ans, 40 ans. Et c'est vraiment une manne financière. Et puis maintenant, on voit qu'on peut faire ça vraiment autrement en faisant profiter la population et puis en ayant un impact minimal sur la nature. Donc oui, on peut réfléchir en tout cas à quelque chose comme ça.
On voit à peu près ce qui se fait actuellement à Bali, on voit ce qui se fait. Alors, j'ai pas d'autres Et pas là, d'autres exemples justement, en tête, mais on me saute sur le sujet en me disant, et du coup, ça fait une sorte de tourisme de niche par rapport c'est du tourisme de niche. Et on me dit, mais en général, c'est plus réservé aux personnes aisées. Et donc, est-ce que c'est pas forcément la moins bonne solution aussi de ce point de vue-là, que c'est pas accessible à tous et que c'est vraiment tourisme pour les personnes aisées. Et c'est un choix. Et Moi, je pense que tout à fait, c'est un choix, hein. Après, moi, je le vois, de toute façon, on le voit dans le tourisme de masse, dans le tourisme low cost. D'un point de vue écologique, c'est catastrophique. On le voit en Grèce. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était l'été dernier, il y a des îles qui ont fermé parce qu'ils disaient que il y avait trop de au monde, ouais. niveau des déchets, au niveau des nuisances, etc., ils en pouvaient plus. On voit en Thaïlande, là où ils ont tourné le film La plage. Pareil, ils ont dû la fermer parce qu'il y avait beaucoup trop de touristes qui venaient, ça détruisait l'endroit. Donc on voit en tout cas le tourisme vraiment low cost, c'est vraiment pas une solution. Moi, je pense que vraiment, oui, pour le tourisme, personnellement, hein, je suis vraiment pour le tourisme de niche, accueillir des grosses fortunes et puis qu'ils puissent dépenser de manière un peu plus propre. Pour moi, je trouve que que c'est le mieux. Après, c'est sûr que ça fait pas très. C'est de dire bon, ça profite à certains et pas à d'autres, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Et alors, dernière question sur le sujet économique, qui est aussi diplomatique aussi un peu dans le fond. Est-ce que tu penses qu'il faut qu'il y ait plus de coopération économique avec les autres îles archipels? Alors, je sais que la question est très compliquée dans le sens où le reste de l'archipel ne reconnaît pas l'indépendance de Mayotte. Mais est-ce qu'il y a quand même une possibilité d'aller vers plus de coopération économique avec le reste du coup, avec les Comores? Dans l'idée, je pense que c'est ça qui est évoqué. Bah, alors, d'un point de vue diplomatique, je vous dirais non, parce que en effet, on est revendiqué et c'est compliqué. Mais d'un point de vue stricto économique non plus, parce que il y a rien aux Comores. Ah, c'est pour dire, économiquement, enfin, ils ont rien à nous apporter. Ils ont pas d'agriculture en capacité de pouvoir nous rendre, enfin, nous nourrir. Ils n'ont pas d'industrie. Ils ont pas une population assez énorme pour que nous, ils sont, je crois, 1 million ou 700 000 habitants. Enfin, c'est pas un marché complètement dingue à prendre. À côté, on a la Tanzanie qui est un peu plus loin, mais c'est pas non plus, ce sont quand même nos voisins directs qui vont devenir l'un des géants africains. C'est beaucoup plus intéressant en tout cas de faire du business avec eux. On a Madagascar qui produisent énormément de végétaux. C'est intéressant avec eux. Et d'un point de vue diplomatique, c'est beaucoup moins prise de tête de faire affaire avec eux on a le Kenya qui exporte aussi des fruits et légumes, des roses, énormément de choses vers le marché européen. Vous voyez, enfin, aller dire qu'il faut absolument coopérer avec les Comores, c'est un non-sens diplomatique, mais c'est un non-sens économique nous aussi, hein. On n'a absolument rien à gagner avec eux. D'accord. Et alors là, initiative pour Mayotte, qui est donc, je rappelle, une initiative dans laquelle on récolte des dons aux médecins du monde qui Mayotte par rapport donc, à l'accès à la santé sur place. Du coup, question sur le sujet. Par rapport à l'hôpital, est-ce que des moyens ont été débloqués et qu'est-ce que c'est la situation du point de vue de la santé sur l'île? Où on en Ah, elle est? est catastrophique. Elle est catastrophique. Je sais qu'il y a Emmanuel Macron qui est parti visiter l'hôpital, on l'appelle le CHM, Centre hospitalier de Mayotte. Oh, Donc, excusez-moi, des fois, je vais les peut-être placer acronymes, oui. CHM parce que je suis habitué à le dire, mais voilà, je préfère prévenir tes auditeurs. Donc, non, le président de la République a visité le CHM. Alors, de ce que l'on m'a dit, c'est que on lui a présenté la partie qui était très jolie de l'hôpital et il s'est fait prendre à partie par des soignants. Ils lui ont dit, bon, ben, venez dans l'autre partie, vous allez voir que c'est beaucoup moins rose. Et il est allé dans l'autre partie où ils J'ai ont pas eu vu des trop d'images inondations. de l'autre partie, hein. Ouais, ouais, non, l'autre partie, c'est vraiment chaotique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hôpital est déjà en souffrance. On est dans un désert sanitaire avant Chido. Donc, la situation a vraiment compliqué.
Et hier, j'ai parlé avec un syndicat de l'hôpital où il me disait que depuis l'arrivée, d'Emmanuel Macron, la situation a encore empiré. Vous imaginez, on a dû ouvrir, carrément un hôpital Urgence. de campagne, ouais, un hôpital de campagne pour pallier, le CHM. Et ils sont blindés par les demandes. Mais pour en revenir sur la question des morts, je pense que on peut voir aussi le fait que l'hôpital, enfin l'hôpital de campagne qui soit autant saturé, ça démontre aussi qu'on ne peut pas dire qu'il y a que 34 morts. Je veux dire, au niveau des chiffres, c'est pas cohérent. Et Qu'on du ait coup, autant de blessés et pas autant de morts à côté, c'est et, pas cohérent, quoi. et du coup là, donc il y a ce centre hospitalier, le premier qui est donc déjà, voilà, qui va falloir retaper entre guillemets dans le sens où Ah il va oui, falloir, oui. voilà, le rénover, potentiellement l'agrandir. Est-ce qu'il Oui. n'y a pas aussi carrément besoin de deuxième ou de davantage d'annexes sur l'île au vu du manque potentiel de lits ou d'infrastructures? Est-ce que au final un seul ça suffit pour toute Mayotte? On voit une population aussi Alors, importante. non, 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 clairement pas. Clairement pas. On a besoin en tout cas d'ouvrir un maximum d'autres ailes. Alors, c'est prévu. Il y a des anciens locaux qui appartiennent toujours au CHM qui sont à peu près sur toute l'île. Ils ont prévu d'ouvrir. Alors, quand est-ce que ça va se faire? Surtout quel Je ne sais état? pas, mais vu en tout cas l'état du CHM, de l'établissement qui est dans le chef-lieu, ça va être compliqué de se dire on va se projeter partout ailleurs. C'est-à-dire qu'il va falloir déjà renforcer le CHM et ensuite aller renforcer, aller ouvrir les autres mini-hôpitaux sur toute l'île. Ça semble encore loin. Et comme je vous disais, l'hôpital était déjà en souffrance avant. Il y avait très peu de médecins. L'hôpital était déjà saturé. C'est-à-dire faut faire venir des personnes, des médecins. Les médecins, il faut les loger, sachant qu'il manque des logements. Enfin, en fait, faut s'imaginer que pour un médecin, se dire venir à Mayotte, c'est de savoir comment il va pouvoir se loger. Est-ce qu'il va acheter les bouteilles à 10 euros? Est-ce qu'il va aller dans des magasins qui sont vides? Comment il va faire pour scolariser ses enfants? Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais Oui, la rentrée, oui. la rentrée, ça s'annonce hyper compliqué. Donc, si vous voulez, même si on double, on triple la paye du médecin, à part s'il vient en tant que célibataire géographique et qui va dormir à la Belle Étoile, c'est Ouais. c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Et est-ce que, et là je vois qu'il y a une question, le risque épidémique est très élevé en ce moment. Il y a eu des épidémies, il y a eu des épidémies plus précédemment, il me semble, il y a quelques mois sur Mayotte. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place récemment pour pallier au risque d'une recrudescence d'épidémie, de propagation à grande ampleur? Alors, je ne suis pas du tout au courant de savoir s'il y a des plans qui ont été faits. Après, je peux vous assurer que ce soit le CHM ou l'ARS de Mayotte, je pense qu'ils sont complètement dans les choux, sont vraiment focalisés en tout cas sur Chido, que de se projeter en tout cas pour savoir faire du préventif, notamment alors chez nous, on a le choléra, hein, le Oui. choléra qui est Ouais, je ne voulais pas le avec citer nous. parce que je ne me rappelais plus On a exactement. la leptostyrose avec l'urine des rats et des souris. On a la dengue, la malaria avec les moustiques. Non, on a de quoi faire. Oui. Et le Covid et le sida, etc. Donc, mais tout ce qui est lié en tout cas à l'hygiène, directement à l'hygiène, donc la leptostyrose, le choléra, parce que le choléra, ce sont les eaux qui sont sales, hein, notamment avec des matières fécales, et les moustiques avec la dengue. Je ne sais pas s'il y a un plan qui est fait en tout cas pour pouvoir pallier à ce type de problème-là, sachant qu'ils existaient déjà avant Chido. C'est-à-dire que si on avait déjà des plans pour résorber ce type de problème-là avant, je pourrais dire oui, ils les mettent en place. Mais là, sachant qu'on part de zéro et qu'en plus on a le cyclone, c'est... l'organisation n'est pas ouf, hein. Vraiment, quand je vous dis que la population se sent vraiment abandonnée par les services, c'est pas des blagues. Oui, j'imagine. Et là, juste avant, tu as parlé de la rentrée.
est-ce que les habitants se rentrés parce que ou vraiment très difficilement envisageable parce que on en entend pillage, parler Ouais, d'écoles qui n'étaient pas forcément totalement ça, détruites, j'ai vu, hein. mais de pillage dans les écoles. Est-ce, qu'en est-il sur place du coup? Ben, le lendemain, de 2 jours après à peu près, Chido, on a eu la reconstruction en tout cas des bidonvilles. Les personnes qui étaient dans les bidonvilles, qui ont réussi à se sauver, se sont mis à reconstruire, les bidonvilles et comme je vous dis, c'est à peu près la moitié de la population, hein, ils sont quand même importants et voire majoritaires sur l'île. Donc il y a eu une frénésie en tout cas pour trouver du matériau. Il y a eu une frénésie totale où les, les ressortissants comoriens essentiellement sont mis à chercher partout. Donc, ça a commencé à récupérer ce qu'il y avait sur la route, etc. Et puis, une fois qu'il n'y avait plus ça, donc au bout du troisième jour, et ben là, ils se sont mis, oui, à attaquer les maisons. Moi, chez moi qui ai perdu mon toit, j'ai eu 3 pillages. J'ai eu 3 pillages avec des confrontations, hein. 2 fois, ça s'est bien passé. Je mets les guillemets parce que j'ai discuté avec les personnes pour leur dire non, ça se fait pas, venez pas chez moi, etc., etc. Et une fois, c'était vraiment tendu où on a failli en venir aux mains. Donc, si vous voulez, c'était mes voisins qui sont venus en renfort pour pouvoir m'aider, leur mettre un coup de pression pour que les gens ils se disent bon ben on va pas piller. Et encore, ils avaient commencé à piller, à voler les tôles, les charpentes, etc. Donc, on a ce type de phénomène là. Et quand ils ont vu que avec le privé, c'est à peu près des fois ça passe, des fois ça passe pas. En fait, ils se sont attaqués aux bâtiments publics. Et les bâtiments publics donc, se sont attaqués aux écoles qui étaient fermées, déjà parce que c'était la période scolaire, parce que beaucoup de professeurs enfin, beaucoup de personnes ont quitté Mayotte par rapport à Chido. Enfin, on est dans une situation complètement désorganisée. Ils ont profité en tout cas de cette situation-là pour pouvoir démonter les écoles. Donc, moi, j'habite à côté d'un groupe scolaire, un regroupement de plusieurs établissements scolaires, un lycée, école maternelle, etc., école privée, école publique. Et je les voyais en tout cas à l'aise sur les toits, en train de dévisser, d'enlever les tôles, d'enlever les charpentes, etc. Et c'est vrai que enfin, moi, ça m'a fait. Enfin, j'en ai pleuré hein, vraiment quand j'ai vu ça. Je me suis dit, Tain, c'est vraiment l'avenir des enfants qu'on est en train de détruire. C'est complètement fou. Et il y a d'autres écoles qui sont occupées, qui ont servi de lieu d'hébergement pour les personnes enfin, qui pouvaient pas quitter enfin, leur hébergement parce que les bidonvilles ont été détruites. Et quand le gouvernement est arrivé, ils ont annoncé en tout cas qu'ils allaient. Alors il y a un moment de flottement, hein. Faut savoir, c'était à un moment donné, c'était bon, ben, il va falloir quand même héberger ces personnes, donc on va mettre un terme à l'année scolaire. Et là, au niveau de la population, les gens ont commencé à s'énerver. Les gens commençaient à dire non, non, enfin, on va pas sacrifier la vie de nos enfants parce que il faut héberger des gens. Là, faut qu'on leur trouve des solutions. Ou ce sont des étrangers qui n'ont rien à faire sur le territoire français, donc ils retournent chez eux. Ou sinon, ils partent dans d'autres départements. Ou sinon, ils trouvent autre chose. Ah, Excusez-moi. Oui, oui, excusez-moi. Ou sinon, ils trouvent autre chose. Donc, on a eu une situation assez compliquée politiquement où le gouvernement a dit finalement, ben, bah, écoutez, on va évacuer les écoles et la rentrée scolaire va reprendre d'ici le 13 janvier de manière très compliquée, oui. mais ça va reprendre. Et à partir de là, les personnes qui étaient hébergées, ben, il y a eu des échauffourées, il y a eu une école qui a été incendiée. Bah, d'ailleurs, ça va un peu dans la suite des questions que j'avais à poser, Ouais. et ça va faire le lien aussi avec ce que j'évoquais au tout début. Est-ce que tu crains pas qu'avec l'arrêté du... Enfin, déjà, ta position sur l'arrêté du préfet de Mayotte sur donc l'interdiction de la chat toll, est-ce que tu crains pas aussi que d'une autre façon, ça plonge encore plus, pour citer la question, dans une situation de précarité et d'insalubrité propice à un développement des maladies, les personnes qui, justement, sont privées de ces tolls?
Et pour compléter, est-ce que ça va pas créer encore plus de violence et développer les gangs que ça n'est déjà développé potentiellement? Interdiction, vu que ça précarité, etc. Écoutez, je pense que il y a pas de, comment ça s'appelle? Dans la situation où on n'a pas de baguette magique, où on peut pas dire cette solution, c'est la solution qui va arranger, qui va complètement arranger la situation. On est dans une situation qui est très compliquée, où on a prévenu l'État, on leur a dit, les bidonvilles, il faut régler la situation parce qu'une fois qu'on aura le cyclone, ça va être compliqué. On va se retrouver au pied du mur et il va falloir trouver une solution. Donc, si vous voulez, enfin, ce serait complètement, je mesure mes mots, hein, c'est complètement criminel de laisser repousser les bidonvilles. Sachant qu'il y a eu entre des milliers et des centaines de morts dans ces habitations-là, les laisser repousser, c'est juste aberrant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les terrains qu'ils occupent, ce sont des terrains privés ou des terrains qui doivent servir au développement de Mayotte. C'est des terrains communaux où on doit faire des projets de construction de logements, où on doit faire des constructions d'écoles, où on doit faire des constructions de services, des terrains du département. On a des zones forestières, on a des terrains d'État, on a des terrains privés. Moi, j'ai un camarade actuellement enfin, il est parti voir son terrain, il voulait construire sa maison dessus. Il a vu, bah, il y a un bidonville qui a été construit là. Il est parti voir la police municipale. La police municipale sont complètement débordés par la situation. Ils lui ont dit, bon, bah, la situation est compliquée, donc voilà. Donc vous voyez, il y a quand même toute une forme de violence derrière qui date pas d'aujourd'hui, mais qui a été accentué par Shido. Et ici, on ne peut pas entendre ce discours de dire que bah, finalement, il vaut mieux leur laisser construire les bidonvilles. C'est-à-dire que, comme je vous le dis, c'est complètement criminel. Vous voyez, par exemple, à Singapour, ils ont eu, alors chez eux, il me semble, ils ont eu un grand incendie avec les bidonvilles qui ont été complètement cramés. Ils ont décidé de repenser la chose pour pouvoir reconstruire. Alors chez eux, bon, c'était que des Singapouriens, donc c'est beaucoup moins, enfin, c'est beaucoup moins compliqué, mais la situation, elle est différente. Mais si vous voulez, quand vous êtes dans une situation où vous êtes sur un territoire avec des personnes qui n'ont rien à y faire, Et bah, du coup, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, bon, euh, une fois, à un moment, j'ai discuté avec un étranger en situation irrégulière où il devait quitter l'école. Et il me disait, vous savez, moi, il faut qu'on me reconstruise mon logement. Je lui dis, mais vous savez qu'il y a des métropolitains, ils ont perdu leur logement, ils ont pris l'avion, ils sont repartis chez eux. On n'est pas venu les revoir en leur disant, écoutez, on va vous donner des parpaings, on va vous donner des ciments, on va vous donner des tôles, des charpentes et que vous allez reconstruire. Non, les gens sont complètement démunis. C'est tout le monde. Enfin, qu'importe la nationalité, tout le monde est démuni par rapport à cette situation-là. Et ben, il faut trouver absolument une solution. Et la seule solution qu'on a actuellement à l'île de Mayotte, c'est de faire en sorte qu'on n'ait plus de bidonville. Alors, ça s'est construit entre-temps. Mais en tout cas, il faut qu'on ait une position ferme. Et c'est vrai que le fait de dire non, il faut les laisser, etc., on prend quand même une part de responsabilité sur les morts qu'il y a. Donc, si vous voulez, si, je peux être complètement humaniste et de vous dire non, mais vous savez, c'est vrai que ces gens-là, ils se retrouvent à la rue, ça peut développer les gangs, ça peut développer ceci, ça peut développer cela. Mais si dans 5 ans, il y a un deuxième cyclone qui retape l'île, et c'est pratiquement sûr qu'il y en a, parce que je vous ai dit que les routes ont changé, moi, j'aurais ma part de responsabilité à vous dire bon, ben, en fait, on les a laissés faire. Et que finalement, j'étais complètement d'accord parce que à l'époque, ils avaient besoin d'un toit. et alors, du coup, je pense que je vais peut-être conclure sur une des prochaines questions. Actuellement, au niveau on va dire, du relationnel, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a il y a des vraies tensions, on va dire les Mahorais officiels et on va dire la population Les Maoris, clandestine? Non, mais voilà, mais non, 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 il officiel, n'y en non a pas. officiel, reconnu, non Non, reconnu, non, c'est non, ça que je non, veux non, dire. non, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Non, non, il tension, n'y en a ça pas. va? Il y a pas de tension, il y a pas de tension intercommunautaire. Voilà. Je pense que ça pourrait être le cas si jamais on n'arrive pas à avoir accès aux écoles. Clairement, je pense que les gens, ils n'arriveraient pas à comprendre qu'on ne puisse pas scolariser les enfants parce qu'il y a des gens qui occupent les bâtiments. Il y a actuellement, non, il y a pas de tension communautaire. Après, il y a énormément aussi de solidarité, hein. Les gens s'entraident beaucoup.
D'accord. Et alors si, bah, je vais te laisser, sur une petite conclusion. Si, tu devais, convaincre quelqu'un, de donner pour soutenir, bah, Médecins du Monde pour, pour Mayotte là qui est en train de récolter des dons au travers de notre initiative, qu'est-ce que tu dirais pour essayer de convaincre les gens de la nécessité d'accompagner, ce genre d'initiative? Bah, bah, assez compliqué, mais alors déjà parce qu'on en a besoin. Comme je vous disais, on manque de soins, en tout cas, ici à Mayotte, et c'est très important qu'on puisse avoir, accès à nos soins, donc via les Médecins du Monde. Je pense qu'ils pourraient vraiment, changer la donne, pour notre territoire, et pour vous dire que, alors je vous ai donné une vision très pessimiste, en tout cas, sur l'île, et enfin, vous dites, à la fin, enfin, dire que putain, la situation est complètement, catastrophique et on pourra rien y faire. Moi, je veux juste à vous rappeler que, à Mayotte, on est à peu près 500 000 habitants, que l'île, elle fait 374 km². On est dans une nation qui fait, 65 millions d'habitants, qui est extrêmement grande, et que, toute action a des conséquences, en tout cas sur ce territoire. Si on arrivait à cette situation-là, c'est qu'on a négligé, en tout cas, énormément de choses, et je peux vous assurer que si, demain, on commence à faire des actions qui vont dans le bon sens, forcément, ça va avoir un impact, très fort, en tout cas sur notre île, petit écosystème. Donc moi, si vous voulez, même si je vous donne un schéma très pessimiste, je reste quand même très optimiste, en tout cas sur l'avenir de mon île. Je sais que enfin moi, je me bats pour que ça aille dans le bon sens, et j'invite les gens, ben, à faire, en tout cas, et à donner aux Médecins du Monde pour que ça puisse aller, dans ce sens-là. Bah, écoute, merci beaucoup, J'espère Christophe que pour j'ai été assez non, bon. mais c'est super, tu as pu répondre à plein de Voilà. sujets, je te Mais j'y remercie crois, en tout vraiment. cas, à ce que je dis. Voilà, je crois vraiment à ce que je dis, c'est vraiment sincère. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ta franchise et ta disponibilité et j'espère dans Ben, le c'est chat moi qui vous que remercie, et je remercie les auditeurs bah, de merci. m'avoir écouté. J'espère que ça convaincra du monde dans le chat de continuer à donner pour l'association. Je rappelle qu'actuellement, on est à un peu plus de 17 000 ou 18 000 euros récoltés depuis vendredi matin et que c'est que le début. Voilà. Merci Christophe, à bientôt et surtout bon courage Merci beaucoup. pour affronter tous les défis à venir sur l'île. Merci beaucoup. Au revoir.